Mon histoire personnelle avec le Maroc, c'est une histoire de 20 ans, parce que c'est un peu comme le règne de Mohamed VI, parce que j'ai mis le pied au Maroc la première année, en fait, l'avènement du roi du Maroc, pour des questions de coopération, enseignement militaire, professeur de géopolitique à Kenitra, au Collège des Forces Armées Royales. À l'époque, j'enseignais à l'école de guerre à Paris, et donc nous avions ces accords de coopération. Et à partir de cette année-là, le Maroc, j'ai jamais quitté le Maroc, j'ai accompagné ses pas, j'y suis revenu régulièrement, j'ai développé surtout des amitiés, et donc ça m'a permis de connaître la société civile, de m'en imprégner, de voir les évolutions, les transformations, qui sont marquantes, que je résume au fond dans cet essai. Et l'idée m'est venue à l'issue de mon mandat parlementaire, qui s'est terminé au début du mois de juillet. 5 ans au Parlement européen, je me suis investi notamment sur la question du partenariat Union européenne-Maroc. J'ai vu à quel point il pouvait être parfois attaqué, mis en danger, et convaincu en fait de l'aspect stratégique de ce partenariat et du rôle important que le Maroc joue dans ce partenariat. Il m'est venu l'idée de faire cet ouvrage, et ça tombe bien parce qu'on est au fond à une étape un peu bilan, les 20 ans du roi. C'est le moment de faire un bilan de ces transformations, de cette modernisation du Maroc, et c'est tout l'objectif de l'ouvrage. Il y a eu ce qu'on a appelé les années de plomb, il y avait une rigueur, c'était une monarchie d'une main plus forte, mais en même temps, elle était aussi, il faut le dire, un peu nécessaire. C'était une époque différente, les enjeux étaient différents. Simplement, il y avait besoin, à l'avènement du nouveau roi, d'une forme de réconciliation nationale, d'une forme de réinitialisation en quelque sorte autour de la monarchie marocaine. Et je crois que c'est ce qui a été engagé, ce mouvement dès le début, avec l'instance équité-réconciliation, qui a été un moment important. Dès le début, la volonté du nouveau roi, en fait, de lancer un signal, une nouvelle ère commence, une ère dans laquelle nous, les Marocains, nous sommes capables de regarder notre passé en face, de faire notre truc critique, et en même temps, positivement, pas pour régler des comptes, mais pour nous réconcilier, améliorer, transformer le royaume, le moderniser, l'adapter aux nouveaux enjeux mondiaux. C'est pas par opposition nécessairement à une tradition, parce que j'en parle dans mon essai, il y a une forme d'équation d'une alchimie particulière de Mohamed VI, c'est de concilier modernité et tradition. Il ne s'oppose pas par exemple à l'identité islamique du Maroc. Le Maroc est un royaume musulman, mais c'est en même temps la volonté de le transformer, de le moderniser, de l'adapter à une certaine, il faut le dire, une certaine modernité occidentale, un certain nombre de progrès, notamment je parle du statut de la femme et du code de la famille, mais c'est de manière non pas frontale, non pas agressive, mais toujours par le dialogue, par la confrontation des différentes composantes de la société civile, et c'est cet alliage modernité et tradition qui est, je crois, tout à fait original et particulier, propre à Mohamed VI. On a quand même une impulsion, il faut bien le dire, modernisatrice. Il y a une logique, une ligne qui est clairement, une ligne directrice qui est clairement modernisatrice. Mais, je le répète, elle ne se fait pas dans une logique anti-islam ou contre l'identité du royaume. Elle se fait en pleine conciliation avec cette identité, c'est l'islam du juste milieu, avec un discours très clair et très fort qui était celui du 20 août 2016 contre le terrorisme et l'extrémisme. La voix du roi du Maroc est très très forte, et elle est parfois même plus forte dans sa capacité à analyser, à désigner l'ennemi que de la part de certains leaders occidentaux qui disent pas forcément clairement les choses. L'extrémisme religieux a été clairement désigné dans l'origine du terrorisme par le roi du Maroc, et il y a une action qui est faite avec des outils qui sont très importants. Le Conseil des oulémas qui avait été créé par Hassan II en 1984, qui a été réactivé fortement, l'Institut de formation des imams, inauguré en 2014 à Rabat, avec aussi la formation de prédicatrices, de femmes.
Le Maroc va affronter cet événement. Il y aura aussi des contestations, c'est le mouvement du 20 février en 2011, mais immédiatement le roi va apporter une réponse, il va entendre les réclamations qui ne sont pas une contestation de la monarchie en tant que telle, mais qui sont une contestation de la corruption, de fortes inégalités, de la pauvreté, d'un certain clientélisme qui existe, etc. Et il va y avoir une réforme profonde qui est la réforme de la Constitution, la nouvelle Constitution qui verra le jour en juillet 2011 et qui change quand même assez fondamentalement la nature de la monarchie. Elle reste la monarchie, mais la monarchie devient, et c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, elle devient parlementaire, elle est démocratique, sociale, donc c'est un pas considérable en direction de la démocratisation et de la modernisation du Maroc. Et en même temps, avec cet atout formidable que possède le Maroc, qui est inhérent en fait à son système monarchique, qui est la forte légitimité du souverain. C'est cette légitimité forte sur le plan politique et spirituel, la dimension de Amir al-Mu'minin, je prononce mal, pardon, commandeur des croyants. Cette dimension elle est très importante parce que cette double légitimité que j'appelle les deux corps du roi, elle permet justement de faire les transformations et les adaptations de la société sans que l'élastique ne casse. C'est cette élasticité qui est très importante à souligner. C'est le jeu de la démocratie. C'est parce que le Maroc s'est démocratisé que le PJD peut être au pouvoir. Et je dis souvent à un certain nombre d'amis qui me posent la question, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas reprocher à un pays, d'un côté, lui reprocher d'être éventuellement autoritaire, et quand il est démocratique, eh bien, le jeu de la démocratie, c'est d'accepter que il y a une représentation d'un certain nombre de forces. Alors oui, il y a des forces qui sont conservatrices sur le plan sociétal, c'est le PJD. Le roi, lui, impulse une modernisation de la société, mais il ne le fait pas frontalement contre la religion, il le fait à travers un dialogue de l'ensemble des composantes de la société civile et de la société marocaine. Et c'est ce dialogue entre des forces, disons, modernisatrices et des forces plus conservatrices qui progressivement aboutit aux transformations du Maroc à sa vitesse. Et c'est important de le rappeler pour ceux qui sont les donneurs de leçons et qui veulent tout de suite. Vouloir tout de suite, c'est casser l'élastique. C'est faire sauter une société. Or, il n'y a rien de plus précieux que la paix civile, l'équilibre, parce que le pays se transforme à sa vitesse. Et il me semble que sur 20 ans, quand on voit ce qui a été fait sur 20 ans, depuis le Code de la famille en 2004, la réforme de la Constitution en 2011, les évolutions économiques, les traités de libre-échange, etc., sur 20 ans, à l'échelle d'un pays, d'un vieux royaume comme le Maroc, qui a une profondeur historique, les transformations qu'on court, et même si tout n'est pas parfait, on peut en reparler, il y a beaucoup de marge de manœuvre et il y a beaucoup de choses à faire ensemble et des critiques à faire, quand même les choses ont fortement progressé en 20 ans. Cette dimension de commandeur des croyants, elle est essentielle parce que, je le disais, j'ai parlé de légitimité spirituelle. L'extrémisme religieux ne peut pas contester cet héritage qui vient en fait de la lignée prophétique du prophète. Ça, c'est une des dimensions, plus le bay'a, le serment d'allégeance qui a lieu au moment de la fête du trône. C'est les deux dimensions, si vous voulez, de légitimité spirituelle. C'est le lignage prophétique et ce serment renouvelé sur un plan spirituel entre le peuple et son souverain. Et cette légitimité spirituelle, elle s'exerce au-delà du royaume. Elle est forte aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, c'est important de le rappeler, parce que ça participe de ce que j'appelle le soft power. On parle du soft power, vous savez, c'était le concept de Joseph Nye, le politologue américain, cette influence par la culture en fait, pas par la puissance dure, l'armée, l'économie, mais par la culture, et ça participe aussi du soft power du Maroc. D'abord, la reconnaissance, vous l'avez dit, dans la constitution de la dimension hébraïque aussi du royaume, parce qu'il y a eu une part très importante de juifs marocains. Et puis, il y a cette volonté de dialogue
avec les religions, des convergences qu'on a vues affirmées assez récemment lors de la visite du pape François, notamment sur le statut de Jérusalem, il faut le rappeler, la convergence des visions entre Mohamed VI et le pape François, mais aussi cette conviction qu'il faut dialoguer au moment où il y a un risque d'aggravation du choc des civilisations. Vous savez, moi je suis un géopolitologue réaliste, donc je constate la réalité des faits. Il y a incontestablement une aggravation de cette dimension du choc des civilisations à cause d'une lecture radicale de l'islam, mais en même temps, politiquement, il faut souhaiter au contraire le dialogue des civilisations pour réduire ces fractures, parce que nous vivons ensemble, nos civilisations sont voisines et nous avons vocation à coopérer, à travailler ensemble. L'armée, c'est toujours l'unité de la nation, c'est une puissance qui est bien sûr réelle, forte, mais c'est pas le régime, on n'est pas dans la logique des régimes, disons, autoritaires du monde arabe qui ont tout misé de manière sécuritaire sur l'armée. Et au contraire, on est dans une logique assez proche de celle de la France, c'est-à-dire l'armée est au service de la défense de la nation, elle n'est pas au service de la défense d'un régime politique. Le régime a suffisamment la nature du régime politique a suffisamment de légitimité politique pour ne pas avoir besoin d'une armée pour lui sauver la peau, en quelque sorte, comme ça a été le cas dans d'autres pays voisins. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. L'armée marocaine, elle est là, elle assure la défense du Maroc, de sa souveraineté. Le Maroc n'a pas misé tout sur le hard power, sur la puissance dure, sur le militaire, contrairement, je dirais, à l'Algérie, qui investit énormément dans son développement militaire. Le Maroc a investi beaucoup sur sa diplomatie, son soft power, la diplomatie culturelle, sa vision modérée de la religion aussi qui rayonne aussi du côté de l'Afrique, l'islam du juste milieu. Et je crois que c'est important dans cette dimension de la puissance de souligner qu'il n'y a pas que l'armée, bien sûr. Le changement, il est important, le code de la famille, il est important, il y a des changements substantiels sur les mécanismes du divorce, sur la succession, sur tout un tas de sujets. Après, évidemment, pour que les choses soient appliquées, il faut déjà que l'information arrive dans toutes les strates de la société. Il est évident qu'il y a encore des strates de la société où il y a de l'analphabétisme, où il y a une ignorance qui fait qu'on ne connaît même pas l'étendue des droits de la femme et les progrès des droits de la femme au Maroc, chez certaines femmes au Maroc. Donc de ce point de vue, il y a un progrès qui est à faire, mais enfin, il y a déjà des progrès significatifs qui ont été faits. Aujourd'hui, on peut dire concrètement que la situation des femmes s'est fortement améliorée au Maroc, grâce à ce nouvel appareil juridique qui a été mis en place avec le Code de la famille en 2004. Par rapport aux droits de l'homme, la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est la même chose. Tout est dans la Constitution de 2011 sur la liberté d'expression, sur les droits de l'homme. J'avais vu il y a 2 mois une dame qui s'occupe du Conseil des droits de l'homme, qui est une ancienne militante des droits de l'homme, etc. Donc des gens qui étaient d'ailleurs des militants actifs ont été associés, sont maintenant à des postes de décision sur ces sujets. Donc, encore une fois, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même une progression très très forte, une transformation de la société que tout observateur objectif et lucide doit constater, y compris la réflexion sur la peine de mort. Alors il y a des peines de mort qui sont prononcées mais qui ne sont pas appliquées. Et je crois que le dernier chiffre c'était 93 condamnations à mort. Et d'ailleurs le débat sur la peine de mort est tout à fait légitime. Moi à titre personnel je m'interroge parfois vu les crimes épouvantables auxquels on peut assister dans certains cas sur la légitimité. C'est un vrai sujet et c'est pas propre au Maroc. Mais en tout cas le Maroc suit cette évolution comme d'autres pays, avec un débat et une sorte de moratoire qui est en cours, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas d'exécutions qui sont faites. Le point fort, sont les forces vives du Maroc, parce que le Maroc n'est pas une économie de rente. Il n'y a pas de pétrole et de gaz, etc. Donc tout cela a été fait grâce aux Marocains, grâce à des élites marocaines aussi, très bien formées, à des stratégies de développement intelligentes, à une acceptation, une intégration du Maroc dans la mondialisation,
avec les effets positifs et négatifs qu'on peut retrouver dans les pays occidentaux. Quand vous êtes intégré dans la mondialisation, vous avez des gagnants de la mondialisation, mais vous avez des perdants de la mondialisation. Chez nous, en France, on a les gilets jaunes. Au Maroc, il y a toute une partie de la population qui n'est pas encore vraiment intégrée dans cette mondialisation, donc il y a une forme de pauvreté, etc. Et ça doit changer, c'est un des défis majeurs des années à venir pour le Maroc. Mais quand vous voyez effectivement la modernisation dans tout un tas de secteurs économiques, l'économie maintenant digitale qui existe, l'économie bleue, je suis très attaché à l'économie maritime, mais le Maroc a une vraie dimension maritime que je défends, avec ses 3000 km de côte atlantique, 5000 km de côte méditerranéenne, Tanger Med, qui est 45e port mondial, mais premier port africain, devant Durban en Afrique du Sud, un développement considérable, une économie de la pêche, etc. Beaucoup de choses à faire, exactement. Vous avez les infrastructures. La ligne LGV qui a été inaugurée, donc maintenant 2h10, si je ne me trompe pas, entre Tanger et Casa, deux pôles économiques moteurs. La cité financière de Casablanca, qui vise à faire de Casablanca une sorte de hub financier pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des transformations économiques qui sont majeures aujourd'hui au Maroc, mais ce qui est important, ça va être aussi de fixer les élites marocaines. Je le dis, il y a 600 ingénieurs marocains qui sont partis l'année dernière, la plupart au Canada, certains en France. Il faut que le Maroc, fort de ce développement, de cette croissance qui est en moyenne de 4,5% ces dernières années, puisse bien fixer ses élites pour participer à ce développement, parce qu'il y a tellement à faire et qu'il va falloir aussi prendre en compte la population qui est laissée pour compte, comme elle se développe aussi malheureusement dans les pays occidentaux, puisqu'il y a une population en voie de paupérisation en France et dans d'autres pays occidentaux. La dimension de la diplomatie culturelle est très importante. Vous voyez aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 50 festivals par an qui sont organisés au Maroc, des festivals de cinéma, des festivals d'art contemporain. Le roi a un goût pour la peinture qui est très développé. Et donc tout ça amène aussi des personnalités, des célébrités qui viennent au Maroc, qui découvrent à quel point le pays s'est transformé, s'est modernisé, et qui ensuite sont chacun autant d'ambassadeurs en fait, du Maroc pour relayer ces transformations et expliquer que le Maroc, pour ceux qui auraient un a priori absolument idéologique négatif sur toute monarchie, je rappelle au passage qu'il y a quand même des monarchies parlementaires en Europe et que ça se passe très bien, qu'elles sont démocratiques et que donc ça assure... on a besoin, quand on voit la fatigue d'un certain nombre de régimes en Europe, d'un certain nombre de républiques, on pourrait se demander s'il n'y a pas une vertu cardinale dans cette continuité, dans cette légitimité forte et dans le fait que le souverain soit au-dessus de la mêlée politique. On a besoin de cette idée d'arbitre qui est au-dessus, quand les gens se divisent, se déchirent. Moi, vous savez, je suis un historien du temps long. C'est pour ça que je peux comprendre ce qui s'est passé au Maroc, c'est que j'ai toujours pensé que c'était une erreur, qui est une erreur très européenne et plus largement occidentale, le court-termisme, cette espèce d'attente que tout doit changer sur le temps court, sur un claquement de doigts. Bon, on a vu ce que ça a donné de vouloir changer des régimes, le regime change à l'américaine, avec les bombes en Irak en 2003. Ça ne fonctionne pas. Il faut laisser aux sociétés le temps de changer par elles-mêmes, avec leur propre stratégie. Ça, c'est très important. Non pas des stratégies importées, mais des stratégies définies par les peuples eux-mêmes, par les composantes spécifiques des sociétés, et laisser les progrès se faire à leur vitesse. 20 ans, avec toutes les transformations qu'il y a eu, franchement, c'est pas très long à l'échelle de l'histoire. Pour un royaume qui a autant d'ancienneté que le Maroc, 20 ans pour s'être autant transformé. Et encore une fois, je le redis, j'essaie d'être vraiment le plus objectif possible dans cet ouvrage en montrant aussi qu'il y a des limites, tout ne va pas parfaitement, bien sûr. Exactement. Mais quand même, 20 ans, autant de transformations, c'est remarquable.
le Maroc a tellement voulu développer cette province qu'elle a parfois apporté plus d'efforts en termes de développement avec un niveau d'éducation plus élevé que dans certaines autres provinces du Maroc. Mais le résultat est là. C'est-à-dire que la stratégie, ça a été, puisqu'il y a un blocage au niveau onusien, qu'il y a un blocage qui est un héritage de la guerre froide, avec un bagage onusien qui est à mon avis complètement dépassé par rapport au monde actuel, puisqu'il est hérité des régimes socialistes qui voulaient diaboliser le Maroc et lui faire payer son positionnement géopolitique du côté des pays occidentaux. Eh bien, il y a ce bagage onusien, on a du mal à dépasser ça. Le Maroc s'est dit, on ne va pas rester les bras croisés. On ne va pas attendre qu'il y ait un dénouement sur le plan international, sur le plan juridique. On va développer cette province. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu une dimension proactive, il y a un développement qui a été fait, il y a eu une association de la population locale qui a été engagée. Vous avez cette idée d'autonomie, le plan de 2007 avec une autonomie dans la souveraineté, donc une large autonomie dans la souveraineté. Tout ça est mis en œuvre progressivement, concrètement, en attendant qu'on arrive à un dénouement final au niveau international. Bon, je rappelle quand même que le Maroc bénéficie du soutien d'un certain nombre de puissances, dont la France sur ce dossier. Bien sûr, c'est pas achevé, ça pèse lourd. En 2002, moi j'étais un des premiers, je crois, géopolitologues à avoir écrit sur les risques du pourrissement en plein contexte fondamentaliste dans le Sahel-Sahara, sur les risques du pourrissement du conflit. Parce que, vous savez, pendant très longtemps, les idéologies dominantes de contestation du monde occidental, c'était le socialisme, etc. Et puis l'islamisme radical est devenu l'idéologie de contestation. Et petit à petit, même au sein du Polisario, dans les jeunes générations, il y avait contamination par cette idéologie. Et la combinaison à la fois du crime organisé, des trafics sahariens qui sont forts du côté du Polisario et d'un certain nombre de populations aussi touareg dans d'autres zones, combinaison de cette économie criminelle, disons, dans le flou des frontières non définies, avec l'idéologie fondamentaliste, c'est évidemment un cocktail explosif. Et donc moi je défends depuis des années comme géopolitologue l'importance de soutenir la solidité des États-nations contre les risques d'émiettement, contre les risques d'idéologie transnationale tels que le fondamentalisme islamiste. Évidemment, la question du Sahara, des provinces sud du Maroc, il faut absolument que le monde occidental comprenne que ça s'intègre dans la même logique que le délitement de la Libye, que ce qui s'est passé au Mali avec la contamination islamiste et qui a mené à la guerre en 2010, à l'intervention française, à mon avis salutaire. Donc tout ça, c'est le même problème, c'est le pourrissement qui entraîne, qui favorise le fondamentalisme. Donc il est urgent que la communauté internationale accepte l'évidence à la fois historique et juridique qui est celle de la souveraineté du Maroc sur cette province, d'autant plus que le Maroc reconnaît la spécificité de cette province, la spécificité de ses populations. Je disais tout à l'heure que la Constitution de 2011 a intégré l'identité saharo-hassani, c'est très important. Pour ceux qui pratiquent la diplomatie marocaine, moi j'ai croisé beaucoup de diplomates marocains, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient de culture sahraoui parmi les diplomates marocains, donc ils sont parfaitement intégrés dans l'ensemble du dispositif marocain. Pour la France, pour la Belgique, pour un certain nombre de pays européens, d'abord, ça fait du bien de constater qu'on a avec le Maroc un allié fiable en matière de coopération antiterroriste. Écoutez, on a été frappé, le Maroc aussi, avec les attentats de Casablanca dans nos chairs par ce terrorisme islamiste. Et donc, il est important de savoir que nous avons un partenaire fiable de l'autre côté de la Méditerranée, efficace en matière de lutte anti-terroriste. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, à un moment donné, sous François Hollande, quand la discussion a été un peu fermée, eh bien, ça nous a coûté assez cher en matière de renseignement
de renseignements antiterroristes. Donc on a besoin, nous les Européens, du Maroc. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, le Maroc n'est pas là que pour stopper l'immigration irrégulière ou faire de la lutte antiterroriste. C'est un partenariat global pour veiller au développement futur de l'Afrique. Nous avons, je dis nous, vous les Marocains et nous les Français, nous avons à côté de nous, en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée pour l'Europe, un continent qui est le plus dynamique sur le plan démographique et qui fait qu'il y aura assez rapidement 2 milliards d'Africains. Donc, il est évident que pour la question des flux migratoires, pour la question des fractures et des risques de radicalisme, il faut des puissances qui ont une légitimité, une solidité pour pouvoir veiller au devenir du continent africain. Et le Maroc en fait partie parce que c'est une puissance africaine qui a une vraie influence, qui est respectée, qui a réintégré l'Union africaine récemment et qui est respectée en Afrique, qui a un rôle d'équilibre, qui défend aussi et qui soutient l'islam du juste milieu contre toutes les tentations radicales, qu'elles soient d'ailleurs sunnites ou chiites, parce que le rôle de l'Iran est très discutable en Afrique de l'Ouest via les réseaux pro-Hezbollah, etc. Il y a 3 dimensions. Il y a une dimension bien sûr sécuritaire, parce qu'on est obligé à court terme toujours d'être pragmatique et sécuritaire, mais il y a une dimension de lutte contre la pauvreté, qui est intégrée. La pauvreté, c'est l'ennemi, parce que c'est le terreau quand même du terrorisme. Et la 3e dimension, c'est la dimension d'enseignement d'un islam du juste milieu. Et de rééduquer, de réapprendre une autre lecture de l'islam à des jeunes qui pensaient connaître l'islam, mais en fait qu'on avait une vision complètement déformée, etc. Et quand je suis allé au Maroc récemment, j'ai rencontré un monsieur qui s'occupe de ça et qui publie notamment des bandes dessinées qui sont diffusées dans des prisons marocaines ou ailleurs à des jeunes qui étaient radicalisés. Et il y a une approche de la déradicalisation assez efficace qui passe aussi par la confrontation de ceux qui étaient sensibles aux idées du terrorisme avec les familles des victimes qui ont été frappées dans leur chair. Parce que quand vous voyez ou quand vous vous êtes amené à être confronté aux effets de l'idéologie que vous avez défendue, il y a quand même des gens qui commencent à réfléchir en se disant non mais c'est peut-être pas ça l'islam, c'est pas d'avoir frappé ces innocents et d'avoir créé des gens aussi malheureux. Donc il y a toute une approche globale qui est développée au Maroc que je trouve très intéressante, sur laquelle il y a des enseignements à tirer pour nous en France aussi. L'Algérie, c'est un pays clé évidemment de la zone. Tout le monde est un peu suspendu aux évolutions en cours en Algérie. On espère un changement profond parce que le peuple algérien est un grand peuple qui mérite aussi d'avoir un gouvernement lui aussi visionnaire et modernisateur. Et d'autant plus que ce pays a la chance en plus d'avoir des ressources, mais malheureusement ces ressources gazières principalement ne sont pas tournées vers le développement du peuple algérien. Je crois qu'il faut que les dirigeants algériens de demain, ils soient un peu dans la logique qui était celle de Gaulle à Adenauer, la réconciliation avec le Maroc, dépasser les vieilles lunes idéologiques du passé qui ont été très utiles pour l'armée algérienne, pour développer aussi parfois certains trafics localement, et se dire finalement avec le Maroc on a plus d'intérêt mutuel à s'entendre que à se disputer. Et moi ce que je vois pour le futur et ce que je souhaite, c'est bien sûr une souveraineté du Maroc sur le Sahara, parce qu'elle est légitime historiquement, juridiquement, sur le plan des traités, etc. Et qu'on ne coupera pas le Maroc de l'Afrique. Ça, c'est une dimension importante. Il y a tout un chapitre sur... Cet essai, c'est aussi le Maroc africain. Bon. Le Maroc, c'est la projection vers l'Afrique. C'est cette ligne nord-sud qui s'est projetée vers l'Afrique. C'est les dynasties marocaines issues du Sahara, etc. Bon. Donc, l'Algérie, c'est vrai, puissance du Maghreb, ambitionne d'avoir sans doute un accès sur l'Atlantique. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle soutient ce séparatisme artificiel depuis tant d'années, qui est celui du Polisario.
Moi, je crois qu'il y a tout à fait possibilité dans le futur à s'entendre entre les deux pays pour que la souveraineté du Maroc soit reconnue et en même temps que l'Algérie puisse bénéficier d'un certain nombre d'accès sur le plan économique, etc. à l'Atlantique. C'est tout à fait possible via cette province. C'est important que le roi il tende la main aux Algériens dernièrement. Oui, c'est important. Il l'a fait à plusieurs reprises. Vous savez qu'officiellement, le désaccord à l'origine de la fermeture des 1559 km de frontières, je rappelle que c'est la plus longue frontière terrestre du monde fermée, la frontière entre l'Algérie et le Maroc aujourd'hui. Donc c'est quand même une aberration de l'histoire. Il faut qu'on arrive à réouvrir un jour cette frontière, il faut qu'on arrive à ce que cette logique d'union du Maghreb arabe puisse reprendre, se faire. Et de la même façon qu'il y a un moteur franco-allemand, il n'y aura pas d'union du Maghreb arabe s'il n'y a pas un moteur algéro-marocain. Voilà. Donc tout ça nécessite beaucoup de courage de la part des dirigeants algériens. Le roi du Maroc, il a tendu la main à plusieurs reprises. La balle est dans le camp de l'Algérie. Il faut que l'Algérie regarde son histoire avec courage en face, en se disant on a des intérêts mutuels, on a plus intérêt à s'entendre qu'à se disputer. Il y a eu à peu près 25 000 régularisations sur les années qui viennent par an, sur les dernières années. Donc le roi du Maroc a souhaité qu'une partie de l'immigration africaine qui peut être absorbée puisse l'être dans des bonnes conditions. Et donc il y a un mécanisme aussi de régularisation qui est fait. À la proportion aussi des capacités économiques et d'absorption sociale aussi du Maroc, bien sûr, mais ce n'est pas qu'une dimension de gendarme, vous avez raison de le rappeler. Mais je crois d'une façon générale, moi j'ai des positions claires sur l'immigration. Je pense que c'est parce que l'immigration n'a pas été traitée comme un vrai sujet, à la fois politique et technique, n'a pas été traitée que, évidemment, ensuite, des formes de rejet plus larges se sont développées dans les sociétés européennes. Toute société, à la fois, peut absorber de l'immigration, mais dans des proportions raisonnables, sinon ça déstabilise la société et ça provoque des réactions extrêmes. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le monde européen. Alors je dirais que les pays qui sont des pays de tradition méditerranéenne, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, sont des pays qui ont compris l'importance du partenariat UE-Maroc et qui n'ont jamais voulu vraiment le mettre en danger. Malheureusement, il existe un certain nombre de forces politiques que j'ai pu côtoyer au Parlement européen, essentiellement dans des pays qui n'avaient pas ces traditions avec le Maroc, que ce soit des pays scandinaves ou germaniques, qui, pour des raisons purement idéologiques, se sont fait, je dirais, disons le mot, se sont fait avoir par la propagande du Polisario sur la question du Sahara et qui se sont fait embarquer dans des chemins sinueux et très incertains qui ont quand même conduit, et c'est ça qui est grave, à un moment donné, à une mise en péril d'un partenariat extrêmement stratégique entre le Maroc et l'Union européenne. Et on a été obligé de venir au secours de ce partenariat au Parlement européen. Heureusement, une majorité s'est dégagée, mais il a fallu batailler parce que, en fait, le Polisario était rentré dans des failles en jouant avec le droit européen pour mettre en péril le partenariat en jouant sur le fait que des marchandises pouvaient venir des provinces sahariennes. C'était important justement d'avoir une action, parce que le Maroc doit être un partenaire de l'Europe. Bien sûr, on a besoin d'abord. Le Maroc est un partenaire. Vous savez que le partenariat a été mis en place en 1996, le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc, qui s'est ensuite approfondi, notamment grâce à la présidence française qui a soutenu cet approfondissement et qu'il est maintenant intégré dans la politique européenne de voisinage. Donc la politique européenne de voisinage, ça veut dire que le Maroc est considéré comme faisant partie intégrante de la sécurité de l'Europe à sa périphérie. On en a besoin comme un partenaire. Et c'est aujourd'hui sans doute le partenaire le plus fiable sur le plan de la périphérie méditerranéenne.
D'abord, c'est une relation historique, mais c'est une relation qui, depuis toujours, est fondée sur le respect mutuel. Et ça, c'est important. Même quand il y a eu, bien sûr, une relation déséquilibrée, parce que c'était l'époque du protectorat. Mais le protectorat, c'était une autre forme de colonisation, mais ce n'était pas la colonisation en tant que telle, c'était le protectorat. Pourquoi ? Parce que, en fait, la France n'a jamais fondé le Maroc. Le Maroc existait comme nation ancienne, avec une très vieille histoire. C'est l'un des plus vieux royaumes, qu'il avait été un royaume d'ailleurs extrêmement étendu. Au XVIe siècle, il s'étendait jusqu'à la boucle du Niger. Donc, quand je parle de la dimension africaine du Maroc, c'est évidemment très très important. Donc, Lyautey est quelqu'un qui a compris le Maroc et que j'admire beaucoup, qui a respecté le Maroc dès le départ et qui a fait comprendre aux autorités françaises qu'il fallait respecter les spécificités du Maroc pour pouvoir garder une influence au Maroc. Bon. Jusqu'au moment où, heureusement, le Maroc a recouvré toute sa souveraineté, sa pleine souveraineté, et c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, pour moi, l'achèvement complet de la décolonisation, ce sera le jour où la souveraineté du Maroc sera définitivement reconnue par la communauté internationale dans son ensemble sur sa province du Sud. Et c'est un point très important. Et sur ce point, la France accompagne le Maroc, le soutient dans cette logique. C'est un point important. Et puis, au-delà de l'histoire, de la compréhension mutuelle, je dirais qu'il y a bien sûr des liens économiques importants. La projection économique française au Maroc, elle est très importante. Vous avez sur les 40 groupes, j'ai regardé les 40 groupes du CAC 40, vous en avez 36 qui sont présents au Maroc. Vous avez plus de 1000 PME petites ou moyennes qui sont présentes. Vous avez des investissements, des IED très importants. Donc c'est vraiment un partenaire économique solide. Nous avons investi, nous Français, aussi dans le LGV. L'AFD a apporté 51% du financement. C'est pour nous un pays d'avenir, un pays dans lequel nous investissons. Et moi, je dis aux entrepreneurs, allez au Maroc, il faut croire dans le Maroc, il a des forces vives importantes. Ça n'est pas un pays qui est fondé ou qui a vécu que sur une rente. Il cherche à se développer par son ingéniosité, par sa créativité. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Même s'il y a des choses qui ne vont pas bien, est-ce que tout va bien en France ? On voit bien que non. On a des fractures qui se creusent en France et qui sont inquiétantes. Donc je dis, ayons l'humilité aussi de ne pas toujours en Europe juger les autres en disant oui mais il y a ça, etc. Alors que nous-mêmes nous avons des problèmes. Dans la relation, on voit qu'elle est solide, elle tient au-delà des couacs. Les couacs qui viennent de quoi ? C'est quand il y a cette mauvaise tendance qui existe en France, à laquelle je ne participe pas, qui consiste à vouloir donner des leçons de morale au monde entier. Ça, c'est une erreur. C'est d'autant plus une erreur quand on perd de la puissance, parce qu'on s'affaiblit relativement, il y a un monde nouveau, des émergents. La France n'a plus forcément la même puissance qu'elle avait auparavant, et elle continue parfois à vouloir donner des leçons. Je crois que c'est une mauvaise façon de faire, et c'est pas d'ailleurs la manière dont beaucoup de Français voient les choses et dont beaucoup de décideurs économiques et politiques voient les choses, mais malheureusement il y a cette tendance. Et chaque fois que nous tombons dans cette tendance, nous avons l'effet boomerang, et nous l'avons eu aussi avec le Maroc, mais nous l'avons aussi avec la Russie, avec un certain nombre de pays, qui nous rappellent que chaque pays a droit à avoir son modèle de développement à sa vitesse, avec ses spécificités, et qu'un pays n'a pas de leçon à recevoir d'un autre pays, surtout quand ce pays lui-même commence à traverser des fractures identitaires et sociales sérieuses. Le Maroc a quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1984, pour des raisons qu'on peut comprendre objectivement, parce qu'il y avait une telle hostilité idéologique au Maroc à l'époque, le poids du socialisme, la mobilisation d'un certain nombre de pays contre le Maroc. Donc moi je ne juge pas cette sortie à l'époque qui était tout à fait compréhensible. Mais il était logique que le Maroc puisse réintégrer la famille africaine, parce que le Maroc est une puissance africaine, c'est même indiqué
royaume de dimension africaine dans la Constitution, le mot africain figure dans la Constitution, que toute son histoire, c'est cette continuité, cette projection vers le sud, à travers le Sahara, les caravanes du Sahara, les flux commerciaux, économiques, etc., transsahariens. Et aujourd'hui, il y a une coopération avec la CEDEAO, avec les grandes zones régionales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, et que le Maroc donc, est un acteur majeur aujourd'hui en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il faut le dire, c'est important. Il y a d'autres acteurs, il y a la France, il y a la Chine qui est évidemment très présente, mais le Maroc est un acteur très important dans et pour les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est un vrai amour du roi pour l'Afrique qui a été constaté sur le terrain. Le roi passe plus de temps à chaque fois que le protocole ne l'avait prévu, il flâne, il rencontre les gens, les acteurs, il aime l'Afrique. C'est un roi incontestablement africain et ça n'est pas quelque chose qui est une pure construction diplomatique, c'est un roi qu'on peut qualifier d'africain de ce point de vue. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, effectivement, il y a eu plus d'une trentaine de visites de Sa Majesté Mohamed VI dans les pays d'Afrique ces dernières années. Sur les 15 dernières années, plus d'une trentaine de visites officielles, c'est beaucoup. Une présence à chaque fois assez longue et une rencontre avec des acteurs, au-delà des acteurs politiques et des décideurs politiques, avec les acteurs de la société civile. Donc la politique africaine, c'est des échanges économiques, mais c'est du soft power qu'on évoquait tout à l'heure. C'est cette présence, cette légitimité spirituelle aussi pour certains. Il y a 700 Africains qui sont formés à l'Institut de formation des imams marocains, donc de pays du Mali, de Guinée-Conakry, de pays de la zone d'Afrique de l'Ouest, de culture musulmane. Donc c'est beaucoup qui vont porter cet islam malékite du juste milieu. Donc c'est intéressant ça. C'est tout l'adjectif multipolaire dans cet essai, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup à ça, je crois que le monde est devenu multipolaire et que le Maroc a une politique multipolaire. Et donc il faut sortir des schémas anciennes puissances de tutelle, colonisatrices, etc. Aujourd'hui, tous les pays, y compris les pays d'Afrique subsaharienne, sont des pays qui développent à leur mesure, en fonction de leur puissance, une politique multipolaire. C'est-à-dire qu'elles ont plus de partenariats exclusifs. Elles peuvent avoir des partenaires un peu privilégiés. Bien sûr, la France est un partenaire privilégié pour beaucoup de pays d'Afrique francophone, mais il y a une diversification des partenariats, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. C'est ça la multipolarité. Vous avez la Chine qui est un acteur majeur depuis le grand sommet de 2006 pour l'Afrique. Vous avez maintenant quasiment tous les chefs d'État qui sont soit à Pékin, soit dans un pays africain tous les ans. Vous avez la Russie qui veut redevenir un acteur en Afrique. Et le Maroc fait partie de ces acteurs. Et le Maroc lui-même est un acteur multipolaire puisque tout en conservant son alliance forte avec la France, avec les États-Unis, il a diversifié sous l'impulsion de Mohamed VI ses partenariats stratégiques. Il a développé un partenariat stratégique avec l'Inde, avec la Russie aussi. Et donc ça lui donne ça conforte son indépendance, ça conforte sa capacité à développer son propre rayonnement international. En juin 2017, il y a eu le début de cette crise du Golfe entre d'un côté le Qatar et de l'autre côté les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, etc. Et le Maroc est resté un peu, comme la France d'ailleurs, puissance d'équilibre sur ce sujet, en gardant une qualité de ses relations des deux côtés, en essayant de concilier, parce que ça n'a pas beaucoup de sens aussi que ces pays s'opposent comme cela. C'est un peu inquiétant en plus, parce qu'il y a l'équation iranienne dans tout ça. Et ça, c'est important. En revanche, le lien s'est fortement dégradé entre le Maroc et l'Iran. C'est important de le rappeler, parce que l'Iran, il faut bien le dire, mène une politique assez déstabilisatrice sur le continent africain, que son rôle, et le rôle en particulier du Hezbollah libanais pro-iranien,
vis-à-vis du Polisario n'est pas très clair, qu'on peut même penser que certaines capacités, le Maroc a désigné l'entraînement à creuser des tunnels, etc., par des gens du Hezbollah auprès du Polisario. Ça, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Et c'est logique que le Maroc se soit fâché sur ce sujet. C'est une politique, alors le Maroc a même été cette année désigné champion, je crois qu'il est au deuxième rang derrière la Suède des pays en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, etc. C'est un pays qui est complètement dépendant sur le plan pétrolier, gazier, notamment du gaz algérien, mais qui a développé justement un mix énergétique très très audacieux et une politique en direction des énergies renouvelables très forte. Le solaire, bien sûr, avec Ouarzazate, une des plus grandes capacités de production solaire du monde, mais aussi plus récemment de l'éolien. Moi, je ne suis pas très convaincu par l'éolien terrestre à titre personnel, je crois plus dans l'éolien offshore. Mais en tout cas, le Maroc a un mix énergétique très intéressant qui va lui donner un taux d'énergie renouvelable d'ici 2030 qui sera très élevé, probablement de 40%, ce qui est considérable comme niveau. Il a accueilli bien sûr la COP 22, et donc c'est un acteur très très impliqué. Un exemple aussi pour le continent africain en matière de développement d'énergie renouvelable. Vous êtes un modèle, c'est du soft power, vous avez toujours davantage d'influence parce que vous pouvez montrer aussi à d'autres pays, en particulier des pays africains, ce que vous avez fait en matière de solaire. Vous pouvez accueillir davantage aussi de conférences, vous avez les légitimités pour le faire, de la part des gens qui réfléchissent sur cet enjeu qui est devenu un vrai enjeu international, dans lequel il y a un débat, il peut y avoir une part d'idéologie aussi, c'est toujours pareil, il y a toujours des modes, mais il y a un vrai problème incontestablement de pouvoir gérer les GES, les gaz à effet de serre, et le Maroc est en pointe sur ce sujet. Et donc c'est aussi sur le plan technologique une capacité à attirer davantage d'investissements sur des projets, etc. Le Maroc est une puissance. Moi je dirais que c'est une puissance depuis un certain temps. Mais c'est une nouvelle puissance dans le monde multipolaire. C'est-à-dire on ne peut pas dire que le Maroc aujourd'hui soit un pays dans l'alignement ou dans l'ombre d'une autre puissance. C'est pas un pays qui est dans l'ombre des États-Unis ou de la France. C'est un pays qui a défini sa puissance par lui-même, sa puissance régionale sur le plan africain et sa puissance internationale avec son soft power et sa forte légitimité dans beaucoup de domaines. C'est un pays qui a investi, et j'insiste, beaucoup sur le soft power par opposition au hard power. Là où l'Algérie, par exemple, fait énormément d'acquisitions militaires et mise sur le hard power, le Maroc considère que son soft power, son influence, la sagesse de son discours qui porte à l'international, participe de son rayonnement et participe de sa puissance. Et ça, c'est une chose importante. Elle a un bel appareil diplomatique aussi qu'il faut saluer, dont il faut saluer l'action professionnelle. Et moi, je suis confiant pour l'avenir, même si je l'ai dit, et je le dis, j'en fais le constat, je crois, lucide et objectif. Je ne dis pas du tout dans ce livre que tout va bien. Je le répète, c'est un livre qui, je crois, est objectif dans son analyse et son constat.